Bonjour à tous mes chers petits auditores. Alors non, je ne vous ai pas planté sur un demi-épisode à moitié achevé. On va plutôt dire que j'ai pris le temps de la réflexion, de la méditation, de l'approche de l'angle et... Bullshit. Bon, ok. J'avoue, j'étais débordé avec mon taf saisonnier, vraiment débordé, j'ai vraiment pas eu le temps du tout. Et finalement, l'épisode question auditeur que vous avez eu pour l'épisode 27, finalement il est vraiment tombé super bien parce qu'en gros j'avais pas grand chose à préparer vu que c'était un peu une espèce de confession, donc du coup c'était plus facile pour moi et du coup la petite annonce que j'ai sortie la semaine dernière m'a aussi bien aidé à rattraper le retard. Mais donc du coup d'ailleurs au fait j'attends toujours vos retours, aussi bien pour la petite annonce que pour les retours auditeurs, n'hésitez pas. Donc du coup ça y est, on y retourne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 68e épisode d'Electron Penseur. Du coup, on y retourne. Pour rappel, on parlait de l'inertie du travail qui, on l'avait dit, se décompose en deux choses. La première, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour lancer une tâche. Donc c'est cette partie-là qu'on a définie dans l'épisode 66. Je vais vous mettre le lien dans les notes de l'épisode. Et la deuxième chose, c'était le temps durant lequel la tâche qu'on a fait, elle occupe encore notre cerveau et nos pensées. D'ailleurs, ça c'est l'épisode du jour, ce dont on va parler aujourd'hui. Et c'est donc sur cette seconde partie dont on va se focaliser aujourd'hui. Donc du coup, si vous avez écouté l'épisode 66 juste avant, ce qui est un peu bizarre parce qu'il y a quand même 2 épisodes entre les deux. Donc du coup, si j'avais été ponctuel et j'aurais réussi à m'en sortir, donc du coup, vous devriez savoir parfaitement de quoi je parle et donc du coup, j'aurais peut-être même pas besoin de faire un rappel parce que votre cerveau, il se souviendrait encore de l'intégralité, pas de l'intégralité, mais des grandes lignes de ce que j'ai dit. Parce qu'on va dire, même si votre attention était dispersée et que vous faisiez autre chose, même si vous avez retenu qu'un quart de tout ce que j'ai dit, finalement, ces bribes d'informations, elles devraient toujours être encore dans votre esprit et toujours être encore présentes. Et donc, du coup, limite, là, vous entendez à peine le début de l'épisode, à peine les 2 minutes que je viens de faire, tellement votre cerveau, il est encore en train de tourner et de traiter ce que j'ai dit dans l'épisode précédent. Voilà, si vous écoutez tous les épisodes à la suite. Pour savoir pourquoi, il faut replonger une nouvelle fois au cœur du cerveau. Alors comme on l'a dit dans l'épisode 66, je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas écouté, on a vraiment parlé de l'intro de pourquoi ce qui se passe dans le cerveau et comment on fait pour aller le voir. Donc du coup en gros dans l'épisode 106, en grande ligne, on avait dit que finalement à chaque nouvelle expérience, le cerveau il se recable complètement, mais recable au sens littéral du terme quoi. C'est vraiment presque des connexions qui se fait entre vos neurones. Donc du coup on était resté sur cette chose de se dire que le temps qu'il met à se recabler pour une nouvelle action, c'est le temps de latence pour commencer une tâche. Mais en fait, là, ce qu'on va parler, c'est qu'en fait, à la fin de chaque action, de chaque tâche, finalement, les neurones, ils se déconnectent pas d'un coup comme ça, tous les uns des autres. Parce qu'en fait, on va dire, ce câblage, en fait, c'est juste des connexions entre les neurones qui vous permet, d'avoir des idées, de réfléchir, de pouvoir traiter un problème. Et en fait, à la fin de chaque tâche, vos neurones, paf, ils se déconnectent pas tous d'un coup les uns des autres. Et d'ailleurs, j'espère vraiment pour vous, parce que sinon, ce serait une forme de mort cérébrale, je pense. Puisque il n'y aurait plus aucune activité physique, aucune activité neuronale, donc du coup, vous seriez mort. Donc du coup, donc à chaque nouvelle action, en plus de devoir câbler la nouvelle, le cerveau, il doit donc décabler l'ancienne. C'est-à-dire, on va dire, un peu déconstruire ce qu'il a déjà fait. Et du coup, c'est justement ça qui crée l'inertie, la partie de l'inertie dont on va parler aujourd'hui. Parce que plus cette action elle était longue, plus le câblage il était profond, et donc du coup, plus le décablage il va être long. Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui explique que c'est si dur de changer une habitude. Parce que les neurones, finalement, elles ont tellement pris l'habitude de ce câblage, il est tellement, ce lien entre les neurones, il est tellement puissant, tellement ancré, qui finalement il demande un temps colossal pour réussir à se décabler. Et donc du coup c'est tellement profond que des fois, c'est le fameux truc, les vieilles habitudes elles reviennent. Prenons un exemple, si on veut changer sa façon de conduire, on a vraiment l'impression que de tout déconstruire et de repartir de zéro. Si vous avez fait du sport ou une activité manuelle surtout, vous faites un geste pendant des années et à un moment on vous dit « Ah, ton geste il est pas bon parce que il faudrait que tu changes ça, et vous vous concentrez pour essayer de changer ça, mais vous vous rendez compte que
En fait, finalement, c'est presque comme si c'était la première, par exemple, si c'est au badminton et qu'on vous dit « Ah, ta prise de main, elle est pas bonne. » Et ben, on vous donne une autre prise de main. Et là, c'est presque comme si c'est la première fois de toute votre vie où vous touchez une raquette, quoi. Vraiment, vous avez pu taper dans le volant, vous tapez dans le filet, bref. Soit, en fait, voilà, vous sentez vraiment cette espèce de décablage, c'est-à-dire que voilà, vous avez vraiment fait une espèce de retour en arrière. Et en fait, si vous ne faites pas attention, d'ailleurs, finalement, les vieilles habitudes, elles reprennent le contrôle pour tourner toutes seules en pilote automatique en utilisant les câblages qui sont ancrés. Donc du coup, voilà, finalement, les vieilles habitudes, comme on l'avait dit, le but des habitudes, c'était voilà, de soulager votre cerveau. Donc du coup, si vous faites rien, si vous n'êtes pas prudent, bah, du coup, les vieilles habitudes, elles reviennent, elles réutilisent les câblages qui étaient déjà ancrés. Donc du coup, voilà, c'est vraiment pour vous dire que, on va dire, les câblages qui sont vraiment très ancrés, c'est vraiment très très dur d'arriver à les décabler. De même que finalement, votre rétine, elle garde encore quelques secondes la dernière image qu'elle a reçue, et ben votre cerveau, il garde en mémoire le câblage neuronal de la dernière action. Et c'est justement ce travail de décablage, recablage qui est responsable de ce fameux temps d'inertie, temps durant lequel l'esprit il n'arrive pas encore à se plonger dans la nouvelle tâche, tant il est encore occupé par la précédente. Mais en plus de ce temps de latence entre deux actions, il y a aussi pas mal de circonstances aggravantes. Et les connaître finalement, c'est se donner un pouvoir mieux les contrer. Oui, c'est le fameux « connais ton ennemi et connais-toi toi-même », Sun Tzu, l'art de la guerre, toi-même tu sais. Donc finalement, on peut distinguer 3 grandes catégories de circonstances aggravantes. La première, en fait, c'est si vous faites une action qui cherche à changer une habitude qui est ancrée. Autrement dit, si vous faites une action habituelle et finalement la suivante, elle a pour but de réaliser la même action mais de manière différente. Par exemple, on va dire, vous bossez dans un bureau et vous êtes gaucher. Oui, je précise, vous êtes gaucher, vous allez voir que ça a son détail qui est important. Le téléphone, il est en face de vous. Et du coup, vous avez pris l'habitude depuis des années de toujours décrocher de votre main dominante, c'est-à-dire avec la gauche. Mais après, finalement, c'est galère parce que finalement, vous ne pouvez pas prendre de notes parce que votre main pour écrire, c'est la main qui tient le téléphone. Donc du coup, vous allez devoir changer de main. Et donc du coup, le moment où vous allez changer de main, du coup, vous allez en plus couper la phrase de votre interlocuteur au milieu parce que vous n'allez pas entendre à moins que vraiment ça crache au téléphone. Il y a peu de probable qu'au moment où le téléphone passe devant votre front, vous entendiez parfaitement ce qui se passe. Donc du coup, finalement, c'est un peu complexe ou autre. Et donc du coup, finalement, vous décidez de décrocher le téléphone. À partir de maintenant, vous allez le décrocher avec la main droite. Parce que comme ça sera plus simple. Vous décrochez avec la main droite et vous pouvez prendre des notes avec la main gauche. Et en fait, finalement, le temps d'inertie de la première fois où vous allez décrocher avec la main droite, il est énorme. Et d'ailleurs, il est tellement énorme, ce temps d'inertie, qu'il est fort probable pour que vous écoutiez même pas votre interlocuteur. Que pendant les premières secondes, vous avez tellement focalisé votre action à essayer de changer cette habitude, vous êtes tellement focalisé dessus que vous allez complètement vous déconnecter, vous allez sûrement même pas entendre, presque même pas entendre ce que votre interlocuteur a dit, tellement en fait finalement cette action elle rentre en confrontation directe avec une habitude de très longue date. Alors bien sûr, ce temps d'inertie il va être décroissant avec le temps, jusqu'à ce que finalement décrocher avec la main droite ça vous paraisse naturel et habituel. Mais donc du coup, retenez bien que ce premier point, c'est qu'en fait, si vous allez à l'encontre d'une habitude, surtout si vous y allez en plus, c'est vraiment l'action juste après, du coup, la force et la volonté que cela va demander de devoir changer cette habitude, ça va augmenter le temps d'inertie. Deuxième point, si vous faites une action qui est trop différente. Alors si le premier point, en fait, il met en avant le fait que le temps d'inertie, il augmente entre deux actions similaires, mais une qui entre en contradiction avec une habitude qui est trop habituelle. Le deuxième point, en fait, il met en garde contre une action qui est trop différente. En effet, dans les précédents épisodes, on a parlé finalement de regrouper les actions pour gagner du temps, finalement regrouper les temps de lessive, la lecture, les mails, les appels, bref. Mais finalement, quand on passe d'une catégorie de tâches à une autre, on se retrouve forcément avec un temps d'inertie plus long que celui des tâches d'une même catégorie. Je m'explique. Finalement, le temps d'inertie entre 2 mails à la suite, il sera toujours plus court qu'entre une partie de badminton et une lecture de la Bible. C'est vraiment en fait finalement pour vous dire que entre 2 catégories, il va y avoir un temps d'inertie, mais que son temps d'inertie, il va encore plus augmenter si les actions, elles sont complètement opposées, si elles sont diamétralement opposées. Par exemple, réflexif contre divertissant, physique contre intellectuel, calme contre excité. Et donc du coup, finalement, plus on a des actions qui sont complètement opposées, plus le temps d'inertie il va être long, parce qu'il va falloir que votre cerveau, et même dans certains cas, tout votre corps tout entier, il va devoir passer d'un état d'excitation à un état de calme, ou l'inverse. En fait, c'est vraiment, si vous avez vraiment 2 trucs qui sont, on va dire, d'un côté et de l'autre de cette espèce de balance de calme et d'excitation, ça va vraiment être très dur, et du coup, vous allez vraiment faire exploser votre temps d'inertie.
Parce que finalement, en plus de son travail de recablage, enfin le fameux décablage-recablage, le cerveau finalement, il va utiliser ses fonctions sympathiques et parasympathiques en plus de tout ça. Alors ne vous inquiétez pas, paniquez pas, il n'y a pas besoin d'avoir fait 8 ans d'études pour comprendre ce que j'ai dit. En fait, c'est juste tout simple, c'est juste sympathique. En fait, c'est le système sympathique, c'est une partie de votre cerveau qui en fait, on va dire, stimule votre organisme pour l'activité. Donc c'est lui qui va voilà, dilater vos pupilles, qui va augmenter votre respiration, votre rythme cardiaque, etc. Et parasympathique, c'est tout l'inverse. C'est voilà, ce qui va faire ralentir votre cœur, ralentir votre respiration ou autre. C'est le fameux retour au calme. Et donc du coup, finalement, dans ce grand écart physiologique, finalement, on va encore augmenter le temps d'inertie. Parce que, en plus de juste votre cerveau devoir se recabler, en plus, il va falloir qu'il change quasiment tout l'organisme d'un état à un autre. Et aussi, petit fun fact, à savoir que si la transition elle est trop brève, c'est-à-dire si vous passez vraiment d'un état d'excitation super fort et boum, d'un coup vous essayez dans un truc où on vous force à d'un coup ne plus rien faire, ou presque c'est un peu vous passez d'un état d'excitation totale à un truc de calme vraiment forcé, du coup en fait c'est ce qui peut entraîner le fameux malaise vagal. Parce qu'en fait oui, en passant d'une action qui est très physique à un calme forcé, le système parasympathique il va fonctionner de manière excessive. C'est-à-dire qu'il va essayer de ralentir le cœur et tout ça, de se forcer à se freiner parce que c'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit ah non maintenant il faut que tu te mettes comme ça et ça. Du coup il va créer une espèce de stress en disant non c'est bon maintenant il faut que je me calme. Et donc du coup il va tellement ralentir le cœur qu'en fait finalement il va entraîner une chute de tension. Cette chute de tension elle va déclencher une syncope dans votre cerveau qui va dire wow pourquoi j'ai plus d'oxygène. Et donc du coup là vous allez tomber dans les pommes. Donc allez-y mollo. En gros aucun écrivain n'est devenu célèbre en écrivant un livre juste après un marathon. Donc essayez plutôt de faire, on va dire, une espèce de montée en puissance et des redescentes progressives, parce que du coup, on va dire que ce sera que bénéfique pour vous, pour votre temps et pour votre cerveau. Pour vous, parce que voilà, ça vous évite peut-être de tomber dans les pommes ou de vous sentir vraiment mal. Pour votre cerveau, parce que ça va l'aider quand même. C'est vraiment un recablage de feu de Dieu, ça, c'est des actions complètement différentes. Et surtout pour votre temps, parce que voilà, vous allez réduire le temps d'inertie si vous ne faites pas des actions qui sont vraiment diamétralement opposées, juste les unes à la suite des autres. Et le troisième point, l'effet Zeigarnik. Alors l'effet Zeigarnik, c'est le pire des trois facteurs, on va dire des circonstances atténuantes que je viens de vous citer. Parce que finalement, si par rapport au point 1 et 2, votre cerveau il peut rester longtemps sur une action finie parce qu'elle est habituelle ou autre, ou parce qu'elle entraîne un changement trop brutal d'un état à un autre, et ça c'est rien à côté de l'effet Zeigarnik. Alors pour en savoir plus sur l'effet Zeigarnik, c'est la première fois que vous entendez ça, j'ai consacré tout un épisode, donc l'épisode 53, c'est pareil, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Mais bon, si vous avez la flemme d'aller écouter l'épisode tout de suite, en gros, le fameux effet Zeigarnik, c'est juste le fait en fait que vous avez quelque chose que vous n'avez pas fini et qui tourne en boucle dans votre tête, juste pour la simple raison que c'est pas fini. C'est juste cette raison-là. Et là, du coup, c'est même pas de dire que ça va empiéter sur la tâche suivante, ni même sur celle encore après. En fait, si une tâche elle est inachevée et qu'elle déclenche chez vous l'effet Zeigarnik, oui, parce qu'elle ne le déclenche pas tout le temps. Par exemple, celle qu'on oublie, elle ne provoque pas l'effet Zeigarnik, on ne s'en souvient plus. Donc du coup, l'inertie du travail, là, elle ne va pas s'étendre sur la tâche d'après, voire quelques minutes après. Elle va s'étendre sur des heures, voire sur des jours. Et du coup, tant que vous n'aurez pas ou fait la tâche, ou que vous avez fini par l'oublier, et du coup, cet effet Zeigarnik, il va tourner et tourner et tourner en boucle. Et donc du coup, là, c'est vraiment le plus grand fléau de l'inertie du travail. En gros, c'est le Attila de la productivité. Si vous laissez l'effet Zeigarnik se produire, l'inertie du travail, elle devient exponentielle, et donc du coup, elle bouffe toutes les tâches qui suivent derrière. La plus grande parade que vous pouvez faire, à savoir, en gros, si vous sentez que l'effet Zeigarnik se déclenche, pour le savoir, c'est simple, c'est-à-dire que vous venez déjà de faire 2 autres tâches par rapport à celle qui tourne en boucle, et cette tâche-là, elle tourne toujours, elle a déjà bouffé les 2 autres, arrêtez tout, et dans la mesure du possible, parce que des fois c'est pas toujours possible, mais dans la mesure du possible, faites cette tâche tout de suite. Même si c'était pas urgent, même si faites-la, parce que sinon vous allez vous bouffer toutes les autres tâches derrière, juste parce que ça va tourner en boucle dans votre tête. Parce que finalement, aucune autre solution n'empêchera l'effet Zeigarnik d'étendre cette inertie du travail sur toutes vos autres tâches. Donc voilà. Mais après cette présentation de ces 3 circonstances aggravantes, vous pourriez me trouver bien sombre. Après tout, tel un Rasputin qui prédit que des mauvaises choses, un oiseau de malheur. Eh bien non, quand même. Même si là, on va dire, je vous en ai décrit un tableau un peu noir, tout n'est pas perdu. En fait, finalement, si je vous ai détaillé ces 3 circonstances aggravantes, c'est parce qu'à chaque fois, il y a une parade. Pour les reprendre dans l'ordre, si on prend la première. En fait, finalement, prendre en compte que la vieille habitude, elle va finalement chercher à revenir, surtout au début. Donc du coup, il faut vraiment avoir ça à l'esprit, c'est de se dire que
il va falloir vraiment être vigilant que il ne faut pas se flageller si on met plus de temps à se plonger dedans, parce que voilà, c'est naturel, c'est votre cerveau, il va essayer de revenir dans ses anciens travers, et donc du coup, il faut prendre en compte ce temps d'inertie qui va être plus long, surtout au début, juste du fait que c'est une nouvelle habitude par rapport à une ancienne. Pour le deuxième élément, en fait, finalement, la parade, ça pourrait dire finalement de ne pas faire, comme je vous l'ai dit, un écart trop grand d'une tâche à l'autre, mais plutôt faire une espèce de conditionnement progressif. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans un précédent épisode, mais moi c'est le fameux truc où quand je sortais du boulot avant pour aller à la salle de sport, genre je montais pas dans la voiture, je roulais comme une balle et hop, je sortais à la salle de sport. Je me mettais souvent, j'avais toujours le même podcast que j'écoutais, voilà, qui parlait de muscu, et du coup là ça me faisait une espèce de transition progressive ou autre, et c'est bien que quand j'arrivais au niveau de la salle, hop, j'avais, on va dire, oublié le travail parce que voilà, je m'étais fait une transition progressive, là où je sais que si les deux avaient été collés, voilà, si ça avait été l'un à côté de l'autre, je sais que voilà, peut-être les 10, 15, 20 premières minutes, genre j'aurais encore en train de penser ah ouais, attends, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est un tel dossier ou autre, alors que là non, voilà, je m'étais fait une espèce de petit sas de décompression, c'est ce qu'il faut que vous essayiez de faire pour voilà, passer bien d'une tâche à l'autre sans qu'il y en ait une qui bouffe sur l'autre. Et donc du coup, pour le dernier, donc c'est de lutter finalement à tout prix contre le fameux effet Zeigarnik en essayant de faire cette tâche le plus tôt possible, parce qu'on va dire le mieux qui peut vous arriver si vous la faites pas tout de suite, c'est que vous l'oubliez. Mais voilà, si elle tourne, elle va juste vous bouffer toute votre productivité sur toutes les tâches d'après. Et l'inertie du travail, là, elle va s'étendre sur des heures, voire des jours. Donc du coup, finalement, pour conclure ces 2 épisodes sur l'inertie du travail, je vais vous présenter finalement qu'il existe une méthode qui, au lieu de les combattre, finalement, la met à profit. Parce que là, on va dire dans les deux, je vous ai présenté un peu des manières de finalement voilà, pouvoir les contrer ou autre pour diminuer l'inertie du travail. Mais en fait, finalement, il existe une méthode pour s'en servir. Et donc du coup, finalement, cette méthode, elle nous vient du grand écrivain Ernest Hemingway, à qui on doit entre autres Le vieil homme et la mer, Pour qui sonne le glas ou encore Les neiges du Kilimandjaro. Et donc du coup, qui a révélé un jour qu'il avait une astuce infaillible contre le fameux syndrome de la page blanche. Vous savez, celui qui touche les écrivains qui doivent s'asseoir tous les jours devant leur bureau ou qui doivent pondre des idées. Et donc du coup, voilà, ça veut dire que c'est un peu la crainte des écrivains. C'est la question que tout le journaliste finisse par poser à tous les écrivains. Et donc du coup, lui, il a dit qu'il avait une technique tout simple. Et en fait, il disait qu'il utilisait l'inertie du travail. Alors non, forcément, il ne l'a pas dit comme ça. Il n'a pas utilisé une expression inventée par un mec qui est né 35 ans après sa mort. Non, en fait, il disait simplement qu'il écrivait tous les jours et que lorsqu'il en avait assez d'écrire, voilà, lorsqu'il avait rempli, on va dire, soit son quota de plage ou soit son quota horaire, qu'il disait voilà, maintenant je vais faire autre chose de ma journée, et bah, du coup, il s'arrêtait au milieu d'une phrase. Sans indication, sans note, rien. Il y avait juste que voilà, cette phrase inachevée. Et donc du coup, en venant s'y remettre le lendemain, l'effet Zeigarnik, finalement, au lieu d'être un handicap, finalement, c'était devenu un moteur. Parce que l'effet Zeigarnik, il jouait son rôle du fait que voilà, quand il se posait devant son bureau, il avait voilà, sa demi-phrase, pouf, l'effet Zeigarnik, il lui faisait travailler, donc du coup, il pouvait lui donner d'autres idées pendant la journée, pendant la nuit ou autre. Donc du coup, voilà, l'effet Zeigarnik avait nourri finalement son livre, en lui donnant, voilà, en le faisant tourner, en donnant ce qu'il pourrait y avoir après la page. Et donc du coup, après la ligne. Et donc du coup, finalement, il y avait une inertie du travail qui était très faible parce que du coup, il arrivait à se replonger très vite dans son œuvre, avec finalement la même inspiration que la veille. Donc du coup, voilà, il a vraiment trouvé la technique en disant qu'il avait réduit son temps d'inertie, en disant que ce serait plus simple de se replonger dedans si voilà, il se servait de l'effet Zeigarnik pour retrouver des idées et pouvoir continuer son livre. Et voilà, en réduisant le temps d'inertie parce que il n'avait pas besoin de dire bon, comment on va commencer cette phrase ou autre. Elle l'avait déjà commencé. Et l'effet Zeigarnik lui avait même déjà dit comment elle allait finir. Donc du coup, voilà, il avait un temps d'inertie qui était vraiment très très court. Donc du coup, voilà, vous avez même un très bon exemple donné par un très bon écrivain de finalement comment vous pouvez mettre à profit cette terrible inertie du travail pour mener à bien vos projets ou autres. Donc je vous ai donné voilà, des outils pour la combattre, mais aussi voilà, des méthodes pour vous en servir. Du coup, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!